So hi, we're Youth Corner Jeunesse. I'm Melissa Schonteller, and this is Nathaniel Bronner. So Youth Corner Jeunesse is a bilingual space where young Laurentianers express their feelings and thoughts on things that matter to them and have an impact within the Laurentian region. We bring together young Francophones, English speakers, First Nations, and immigrants to the that are established in the Laurentian region to develop and increase their leadership skills. This podcast is created by Four Corners, and Four Corners is a registered Canadian charitable organization. We connect individuals from the Laurentians with services that meet their identified needs. And we do this in a secure and inclusive environment. We work collectively to serve and enrich the lives of the communities within the Laurentian region. So today our topic is about socio-ecological transition, la transition socio-écologique. I think I got that. I think that was pretty good. Yeah, that was pretty good. Good job. Thank you. I was stressing. Et pour commencer, j'aimerais raconter une histoire. Donc, à toi, Maxime. Maxime, c'est quoi ton nom de famille? Mon nom, c'est Maxime La Liberté. Maxime La Liberté, parfait. Donc, j'ai une histoire pour toi. Ça se passe en Japon ancien, encore une fois. On y retourne. Et nous sommes sur le bord d'une route où un vieil homme est en train de planter des oliviers. Et un marcheur passe et il le regarde et il voit qu'il est en train de planter des oliviers et il lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Les oliviers vont donner des fruits dans comme 30 ans. Tu vas être mort rendu là, ça sert à rien. Pourquoi? » Et le vieil homme le regarde et lui répond « Parce que j'ai passé toute ma vie à manger des olives plantées par ceux avant moi, donc je nourris les futures générations. » Oui, wow, c'est très beau. Et est-ce que tu penses que ça s'applique un peu à la transition socio-écologique? Oui, en quelque sorte. Ouais. Je serais prêt à dire ça, oui. OK. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, ben c'est peut-être pas aussi dramatique que dans l'histoire où on ne verra jamais le fruit de ce qu'on a planté, mais dans la transition socio-écologique, il y a l'idée que, clairement derrière de mettre en place aujourd'hui des initiatives, des actions, des projets qui vont nous aider à réaliser cette transition socio-écologique-là, puis dont on verra probablement les résultats plusieurs années à venir, mais on est quand même capable là, d'avoir des résultats dès maintenant là, quand on met en place les projets. All right. Et peux-tu nous parler de l'initiative Tous complices pour notre communauté? Comment est-ce que tu t'es impliqué? Oui, ben moi, je viens pas des Laurentides. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Mais les Laurentides, pour moi, c'est une histoire d'amour. Là. J'ai toujours eu un intérêt pour la région. Puis, un intérêt pour la région, mais aussi un intérêt pour tous ces défis qu'il y a en tant que milieu urbain, périurbain et rural aussi. Puis, à travers Tous complices pour notre communauté, ben, je trouvais que j'avais l'occasion de pouvoir m'impliquer dans la communauté puis de faire front à ces défis auxquels que la communauté fait face finalement. Et Tous complices pour notre communauté, c'est quoi exactement? C'est un organisme communautaire de la MRC de Montagne, donc, qui travaille, c'est son aire géographique là, d'intervention, disons. Puis, Tous complices pour notre communauté cherche à rassembler tout ce qui est citoyens, citoyennes, organismes communautaires, municipalités, même les organismes publics, parapublics, par exemple, pour pouvoir réaliser des projets qui permettent là, de réaliser la transition socio-écologique. OK. Y a-t-il des exemples de projets pour aller vraiment dans le concret? Oui. Bien, une des démarches que l'on a mis en place, c'est la solutionnerie. Okay. Donc, c'était une démarche d'accompagnement de projets pour permettre la mobilisation des organismes communautaires, la mobilisation des citoyens et des citoyennes à travers des projets qui soit pour les organismes communautaires, des projets qui ne cadreraient pas exactement à travers leurs activités principales et donc souvent leur financement. Puis aussi avec des citoyens et des citoyennes qui se sont peut-être jamais impliqués dans leur communauté puis qui auraient l'occasion de le faire là, grâce à l'accompagnement qu'on offre avec la solutionnerie. Et comment est-ce que les jeunes peuvent participer aux activités et aux ateliers? Disons qu'il y a plusieurs catégories de jeunes. Là. Je crois que les très jeunes qui vivent encore avec leur famille, par exemple, vont pouvoir s'impliquer à travers les écoles, à travers l'implication de leurs parents directement ou à travers d'autres organismes de jeunesse. Pour les jeunes un peu plus vieux, là, disons, là, de 17 à 29 ans, c'est sûr que la mobilisation passe par un sentiment d'appartenance à la communauté. Puis à cet âge-là, c'est qu'on se promène beaucoup. T'sais, on commence des nouvelles études, des nouveaux emplois. Donc, de nourrir ce sentiment d'appartenance-là, ça fait partie aussi de nos objectifs en tant qu'organisation de nourrir ce sentiment d'appartenance-là pour, après ça, avoir
la motivation de s'y impliquer par la suite, d'avoir cet intérêt-là, finalement, de prendre soin de notre communauté qui prend soin de nous, finalement. C'est une belle mission. Nice, Oui. yeah. Oui. Et par rapport à la transition socio-écologique, quels sont les défis les plus difficiles à surmonter pour réussir une transition socio-écologique dans les Laurentides? C'est assurément, je dirais, un certain niveau de concertation, de consensus. Puis par ça, je veux dire que la transition socio-écologique, il y a plusieurs définitions, mais la plus simplifiée, ça serait tout simplement de dire de faire mieux avec moins. Donc, de ne pas dépasser les limites biophysiques de la Terre au niveau de l'exploitation des ressources, au niveau de l'accaparement des terres agricoles, etc. Tout en s'assurant qu'on améliore la qualité de vie, les conditions de vie, nos milieux de vie de notre communauté. Okay. Donc, c'est un défi double d'utiliser moins de ressources pour augmenter nos qualités de vie. Là, je comprends utiliser moins pour faire mieux. Oui, exact. Puis, quel est le rapport, mettons, avec le développement durable? Pour utiliser un nom que je pense qu'on connaît un peu plus, est-ce que ça se ressemble? C'est-tu une mission similaire? Quelles sont les différences? C'est une progression au niveau des idées, de la manière qu'on a d'organiser les concepts. Le développement durable, c'est quelque chose qui a été mobilisé beaucoup dans les années 90, dans le début des années 2000, où on mettait vraiment l'écologie, l'environnement, la société, puis l'économie en dialogue pour s'assurer que toutes les actions permettent de rendre durable le développement. OK. Sauf que plusieurs critiques ont émergé du développement durable. La première, c'est d'extraire de la société l'économie, comme quoi que l'économie, c'est quelque chose d'autre que la société, alors que c'est l'activité de la société, c'est l'économie. Puis, il y avait aussi l'idée que le développement durable, on continue d'avoir un développement infini sur une planète avec des ressources qui sont finies. OK, ouais. Donc, pour ça que la transition socio-écologique permet de renouveler un peu le concept de développement durable, ces idées-là, mais permet aussi d'aller encore plus loin, finalement, puis de renouveler les activités qui sont derrière. Ah, je comprends un peu mieux. Est-ce que tu aurais des exemples de projets que vous avez soutenus récemment dans la région? Oui, en fait, on vient tout juste de compléter notre premier appel de projet de la solutionnerie, l'appel de projet 2022. Puis, un des premiers projets que je pourrais présenter, c'est le Jardin des Merveilleuses du centre Marie-Ève à Saint-Eustache. Donc, le centre Marie-Ève, qui est un organisme qui vient en aide là, aux mères de jeunes enfants, soit des bébés naissants, des femmes enceintes ou des nourrissons. Puis, il y avait un projet aussi de sécurité alimentaire qu'ils voulaient mettre en place. Puis, à travers la solutionnerie, c'est ce qu'elles ont réalisé. Dans le fond, ils ont réalisé un jardin collectif avec toutes les mères qui s'impliquent au centre Marie-Ève. Puis ça permet à la fois de sortir de leurs activités principales, d'avoir finalement de sortir de leurs activités principales pour quand même rendre service à leur clientèle finalement, puis de nourrir les mères qui viennent fréquenter le centre Marie-Ève. OK. Donc, voilà. Fait que dans le fond, ils utilisent à la fois le fait qu'il y a des mères qui veulent trouver une activité de socialisation pour faire un jardin, c'est l'activité, mais ça donne en plus des produits. Exact. Et là, on voit tout le socio-économique exact. Et écologique. Oui, c'est ça. Puis c'est ça l'idée, c'est de pouvoir agir sur plusieurs fronts, mais en même temps de faire plusieurs coups avec le même lancer de roche. Ouais, j'ai plus ça. l'expression exacte, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de pouvoir agir à la fois sur notre communauté, sur les individus et les collectivités, sur notre environnement, puis sur nos conditions de vie, c'est quoi nos besoins, pouvoir continuer à remplir nos besoins avec moins. Donc, réutiliser un terrain qui était peu utilisé finalement, puis de le transformer en jardin collectif directement à côté de la maison, d'animer des ateliers de cuisine finalement avec les aliments qui ont été récoltés. Oui, en plus. Donc ça permet de mobiliser, puis souvent dans le monde communautaire en général, on remarque souvent que l'été, c'est un moment plus faible de mobilisation, les gens sont en vacances, ils vont ailleurs. Puis, ça fait en sorte qu'à l'automne, il faut relancer la roue de la mobilisation, aller rechercher notre clientèle, nos usagers, les réintéresser à venir fréquenter nos milieux, puis de maintenir les activités grâce au jardin collectif, ça maintient la mobilisation finalement. Puis à l'automne, ça leur permet d'avoir autant de personnes présentes finalement, déjà mobilisées, prêtes à l'automne. Fait que je vois ça, j'imagine ça un peu comme un cercle
Ou est-ce qu'à partir du moment que tu as commencé, mettons, à faire le jardin, ben là, les personnes viennent pour faire le jardin. Ensuite, il y a les récoltes du jardin. Fait que là, ils peuvent aller dans la cuisine, faire les ateliers, etc. Tout. Exact. Ça me fait penser à un autre projet aussi qu'on a accompagné. C'est le projet de vélo partage au Café Parenthèse, aussi à Saint-Eustache. Le Café Parenthèse là, accueille une clientèle là, assez ciblée là, en situation de précarité. Okay. Puis, le projet de vélo partage, c'est de pouvoir permettre aux usagers du café de gérer par eux-mêmes et elles-mêmes le partage des vélos. Okay. Puis, l'idée principale du projet, c'est de favoriser la mobilité pour que les gens puissent subvenir à leurs besoins au courant de la journée. Mais ça l'amène plusieurs activités derrière, là, des ateliers de réparation de vélos, des journées de voyage en groupe jusqu'au parc d'Oka, par exemple. Donc, c'est un projet qui réalise plusieurs choses par derrière à la suite de ça, finalement. Et je viens juste de penser, pourquoi transition socio-écologique? Parce que l'importance du terme, la transition, c'est de dire qu'on passe d'un état à un autre, c'est autant au niveau de nos actions, de nos activités en tant que collectivité, mais c'est aussi au niveau de notre manière de penser, de notre manière de voir le monde, au niveau de l'imaginaire collectif qu'on a, finalement, de c'est quoi notre collectivité, c'est quoi notre environnement. Puis c'est vraiment... L'idée derrière la transition, c'est de vraiment mettre un avant et après, de vraiment passer à une prochaine étape de comment on s'organise, comment on redistribue les richesses, puis comment on consomme les richesses, par exemple. Donc, je vois ça un peu comme on est la personne qui marche, qui demande au vieil homme c'est quoi qu'il fait. Puis le but de la transition, c'est de devenir le vieil homme qui plante. Exact. Ça a-tu de l'allure? Ça a fait du sens. On est capable de faire le sens, oui. Yes. Comment considères-tu l'engagement des jeunes qui habitent dans la MRC Deux-Montagnes vers la transition socio-écologique? Est-ce que c'est un sujet qui est bien compris et qui est pris au sérieux par les jeunes entre 17 et 29 ans? J'aurais 2 éléments de réponse. Okay. C'est évident. Selon moi, oui, les jeunes de notre génération, là, de 17 à 29 ans, on réalise l'importance de lutter contre les changements climatiques, de lutter aussi contre la crise de la biodiversité que l'on vit sur la planète. Mais les manières de s'organiser pour affronter ces enjeux-là, c'est pas inné. Il faut des milieux un peu comme Four Corners, par exemple, où les gens sont capables de se rassembler, de se regrouper, puis d'après ça, à travers ce regroupement-là, de pouvoir remonter c'est quoi notre vision, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos besoins, finalement, puis de pouvoir, après ça, avoir cette communauté-là autour de nous pour, après ça, développer des projets, des luttes politiques même, ou des petites initiatives qui permettent de faire une grande différence, finalement. Oui, parce qu'au final, la personne qui a eu l'idée, probablement, mettons, du Jardin des Merveilleuses, ben, c'est juste une idée qui est arrivée à un moment donné, mais il fallait qu'ils trouvent quelque part pour le réaliser, des gens pour le réaliser. Donc, ce serait des organismes comme ça qui donnent une place. Oui, entre autres. Puis, c'est l'idée aussi derrière la transition socio-écologique, on le voyait souvent avec un point de vue vraiment supranational, de niveau mondial, alors qu'il y a des actions à faire au niveau local. C'est l'accumulation de toutes les activités, de toutes les régions, de tous les endroits où on va s'impliquer dans nos milieux de vie. T'sais, dans nos milieux de vie, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'école. On est impliqué dans nos milieux de vie. On vit dans nos milieux de vie, évidemment, mais l'idée, c'est de nous impliquer puis de pouvoir nous regrouper à travers ces endroits-là qu'on va traverser au courant de notre vie. Oui. Et quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent s'impliquer dans leur communauté, mais qui ne savent pas trop par où aller? Oui, c'est d'identifier leur milieu de vie les plus majeurs. Souvent, dépendamment de notre âge, mais un de nos milieux de vie les plus importants, c'est surtout à l'école, par exemple, au cégep, avec notre gang d'amis. Donc, c'est de ne pas le faire seul. C'est de toujours être avec des gens en qui on a confiance, puis de pouvoir, après ça, développer des idées, des projets. Puis voilà, mais tu sais, en même temps, à cet âge-là, c'est quelque chose que j'ai vécu puis qu'on peut vivre aussi en tant que jeune. On vit beaucoup de transformations, dans le sens qu'on passe d'un milieu de vie à un autre, puis des fois, on perd le lien avec nos amis, puis on s'en fait des nouveaux, puis tout ça. Donc,
c'est sûr que c'est un peu confrontant à ce moment-là, mais faut juste redoubler d'efforts puis s'identifier à des endroits puis aller retrouver des endroits où on peut retrouver du monde un peu qui partage nos visions, qui partage nos valeurs, qui partage un peu nos besoins même. J'ai l'impression que rejoindre des organismes, par exemple, aller faire du bénévolat régulièrement à une place, veux pas, tu finis par t'habituer à venir là, tu commences à connaître un peu les gens. Là, une personne que tu as rencontrée ici, juste comme ça, t'apporte une opportunité quelque part d'autre, puis là, le monde sont tripants là, fait que ça continue. On dirait que ça aussi, c'est un cercle. Ben oui, évidemment, les organismes communautaires, c'est la principale porte d'entrée, à mon avis, d'implication dans notre communauté qu'on peut réaliser, là, évidemment. Ouais. J'ai une question. Je ne sais pas si ça dérange, si c'est en anglais ou français. Yes, of course. You can Mais, so with everything that you've said, like, what are your future goals for your projects? For Tous Complices in general, or Yeah. Well, for Tous Complices, it's I think we're in a phase where we need to create more links with other people and to try to be this anchor point in the community, to be able to at least have a better power to action, because the more we are, the more powerful we are. Of course, yeah. So that's I think that's one of the main priorities for Tous Complices right now. And you talked a lot about motivation towards the beginning. Do you, like, what motivates you to continue doing this? There's a lot of motivation that comes from the ability to have a significant impact in the community, that's for sure. But the bigger motivation is the people that I'm meeting every day, and I'm meeting new people every day, and that human connection that I makes me really. I really want to get involved more and more and continue. And even when some things doesn't work really well, we have failure, and I think it's normal and we have to accept that sometimes some project and some activity may fail, and it was not the good moment or the good settings. Might not have been the right time, wrong place, wrong time. Exactly. But yeah, no. But to continue with a community is great for the motivation. Yeah, definitely, I agree. That makes me think about something that I learned during sports classes. They told us that the reason why people did sport wasn't actually to get in shape, it was to hang out with people. So I feel like it would be the same reason for people to get involved in their community, for the community, the people. Yeah, exactly. And then you do good things with people that you enjoy, and you don't see time go by. Yeah, exactly. And I think if you look into social organism in in Quebec in general and in the world, a lot of volunteers are actually people that just retired from their workforce. Yeah. And so it's good to have those people, but at the same time, there's the young and the majority of the adults. They have to work, and with the inflation that we know, it's sometimes even harder to make a step further into to open the door of an organism to get involved in the community. But I feel like getting involved would be very beneficial for young people, because often in those communities you have people from different backgrounds who live different experiences. So you might have a question that your parents can't answer and that school won't answer, but there's this one guy at the organism that you just chill with, and he can't answer. I would even say that it's good for mental health. Yeah, true. Yeah, I was about to say that, just to create that sense of like belonging and to have a space that you feel safe and included. Like to break that isolation that we can experience sometimes. So, yeah. No, that's great. Nice stuff. Pourrais-tu nous parler un peu de la 15e conférence des parties à la Convention de la biodiversité, donc la COP 15, qui s'est déroulée en décembre 2022 à Montréal? Oui, donc COP 15 à Montréal, en décembre, il y avait des grosses attentes envers cette COP-là. C'était une COP sur la biodiversité. Il y a d'autres COP, là, comme la COP 27 qui s'est tenue à Copenhague l'année dernière, si je ne me trompe pas, était sur les changements climatiques. La COP 15, elle, était vraiment sur la question de la biodiversité.
dans les faits marquants, on peut dire que c'était une des premières COP où est-ce qu'il y avait une grande présence des milieux économiques. Il y avait des grandes pétrolières aussi qui étaient là, puis leur présence était remarquée. Puis la COP s'est conclue par le pacte de 30% de protégés d'ici 2030. Donc 30% des surfaces marines nationaux et 30% de 30% de superficie terrestre aussi d'aires protégées finalement dans le monde. OK. Puis que chaque pays s'est engagé à le réaliser, là. Donc ici au Québec aussi, on devrait avoir un plan de protection des 30 surfaces de nos superficies terrestres et 30% de nos superficies marines. Et justement, dans ce plan-là, comment est-ce que la jeunesse peut s'impliquer pour l'aider à le réaliser? En fait, la jeunesse devrait aider à aller plus loin. OK. Dans le sens où... deux affaires. Je pense que le 30% aussi, c'est par exemple au Québec, faut faire attention parce que les aires protégées, c'est toujours plus facile de protéger les surfaces dans le nord que les surfaces habitées dans le sud du Québec, par exemple. Même chose pour les montagnes. Souvent, les montagnes vont être des aires protégées, mais les plaines ne le seront pas parce que c'est plus facile à exploiter. Ouais. Donc ça, c'est cette attention-là, cette analyse critique-là que la jeunesse peut aider à regarder, mais c'est aussi d'aider à... comment je pourrais dire ça? De s'assurer que c'est pas seulement là qu'on s'arrête, que c'est un début, en fait, pour s'assurer qu'on ait tous les environnements et les services écosystémiques que nos environnements peuvent nous rendre, c'est-à-dire la filtration de l'eau, la filtration de l'air, la possibilité de pouvoir se nourrir puis subvenir à nos besoins. Ouais. Et pour en revenir à la transition socio-écologique, est-ce qu'il y a des idées que tu aimerais partager à l'audience? Une des idées, je pense peut-être que j'ai envie de partager des idées plus au niveau du mental, au niveau des conceptuels. Puis il y a une idée qui revient de plus en plus, c'est l'idée de la décroissance. OK. Puis donc on en parlait un peu avec la transition socio-écologique de consommer, de produire moins pour subvenir plus aux besoins des populations de notre communauté. Mais il y a aussi l'idée derrière d'une décroissance. Une décroissance économique, entre autres. Puis, c'est de plus en plus réfléchi comme concept. Puis, c'est de plus en plus mobilisé, surtout avec le fameux rapport Meadows, qui a été écrit par le Club de Rome. Je ne connais pas. C'est un rapport qui a été écrit dans les années 70. Okay. Puis, ce rapport s'appelle Limit to Growth. Puis, ça a été fait par des universités aux États-Unis, je ne me rappelle plus lesquelles. Puis, vraiment, de ce rapport-là, il y a une image très forte qui en est sortie. C'est un graphique qui démontre un peu le niveau de la population, consommation d'énergie, consommation d'eau, consommation des terres. Puis, on voit très bien que depuis les années 70 à aujourd'hui, les scientifiques avaient très bien là, estimé les différentes courbes de croissance. Puis, ce qui peut nous alarmer un peu, là, c'est à partir de 2030, 2040, les courbes commencent à redescendre. OK. Donc, au niveau de la consommation des ressources, au niveau de la population humaine, etc. Puis, ce que l'idée de décroissance amène, c'est plutôt que de se faire imposer une décroissance future, parce qu'on va avoir trop dépassé les seuils biophysiques de la Terre, puis que notre survie même sur la Terre va être menacée, mais c'est de plutôt choisir la décroissance plus tôt, avant que ça l'arrive, puis de pouvoir avoir une idée de c'est quoi le type de décroissance qu'on serait prête à vivre dans la communauté. D'où l'idée, finalement, de rassembler toujours plus de monde autour de nous, parce que quand on est plusieurs à identifier un problème, un enjeu, puis qu'on est plusieurs, après ça, à identifier la solution à y apporter, c'est plus facile d'appliquer la solution par la suite que quand la solution est prise derrière des portes closes, puis que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est ça la solution, finalement, puis on voit souvent des backlash après ça contre la solution qui est proposée, finalement. Donc, c'est de cheminer, c'est d'inviter tout le monde à cheminer ensemble dans ces réflexions-là, finalement. Fait que la décroissance, c'est de se donner tout de suite les outils pour être
pour pouvoir faire le choix de la décroissance à la place de que ce soit imposé, puis que là, on en est tout triste, puis on voit ça comme une perte, tandis que si c'est une décroissance choisie, ben c'est correct, c'est ça qu'on était prêt à faire, fait que c'est ça qu'on fait. Voilà. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé, là, surtout, mais je pourrais pas nommer les chercheurs là, qui l'ont travaillé au niveau dans les années 70 ou encore aujourd'hui là, dans les universités, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, là, oui. Puis y a-tu un dernier commentaire que tu aimerais rajouter? Mon dernier commentaire, c'est de surtout pas perdre espoir. Je pense qu'on parlait des échecs un peu. Ça fait partie du processus, ça fait partie des apprentissages. Il y a beaucoup de choses on cherche beaucoup à innover. Je pense qu'il y a des innovations qu'on a besoin, des innovations sociales, des innovations économiques, des innovations environnementales. Puis, des fois, quand un projet ne fonctionne pas, c'est facile de se démobiliser et de faire « je ne réessayerai plus jamais ». Mais on a besoin de ces apprentissages-là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis de rester finalement avec nos milieux, nos communautés finalement, puis de pouvoir continuer à réessayer d'autres choses après ça la prochaine fois, puis de garder ça comme une expérience positive aussi quand même. Il y avait quelqu'un qui avait dit « soit je réussis, soit j'apprends ». Voilà, exact. C'est exactement ça. Ah. Nice. Well, thank you for, sorry. My throat was closing up. Thank you for talking with us today. That's been my pleasure. Thank you. I think it was really Merci great. beaucoup, oui. So I just wanted to say on behalf of the podcast Youth Corner Jeunesse, we thank you for your attention. We would love if you would leave some comments and subscribe. Also, we have a Four Corners Facebook page. Sorry about that. And don't forget to send any of your questions to info4corners.org. Oui, et finalement, Youth Corner Jeunesse est un projet créé par Four Corners Réseau communautaire des Laurentides, qui est soutenu par le Réseau de développement régional Patrimoine canadien, ainsi que le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise pour leur financement. Merci beaucoup et surtout, prenez soin de vous.